président Bailly Antoine, la valeur sûre des Baou. Maman Dominique Ouattara, merci Boutou. Autorité Claver. Excellence Rouge asseyons-nous et discutons dans nos différences, mon ami. Fabrice-toi que ça. Asseyons-nous et discutons. Bonsoir à Madame Berthe Nango, merci d'être là, merci de partager. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons dans nos différents, mon ami. Asseyons-nous et discutons. J'étais en exil, tu m'as dit de rentrer, que le pays avait besoin de tous ses enfants. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Effectivement. On devait reconstruire ensemble notre joli patrie. Tous ensemble. À Karoba qui sont ce pays. Tous ensemble. Et Mikeli Bokera. On devait assurer notre cohésion. Merci à tous ceux qui sont présents ce soir. Merci de bien vouloir partager. Nous avons un seul objectif, faire en sorte que la paix puisse régner dans notre pays. C'est ce qui nous amène de temps à autre à venir ici pour essayer d'échanger avec vous, partager un moment de paix. Bonsoir à M. Marcos Concalves. Merci d'être présent, merci de bien vouloir partager. Donc, comme je disais tantôt, nous sommes là pour parler une fois de plus de paix et de cohésion sociale dans notre pays. Parce que c'est un impératif pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de cette cohésion sociale pour faire en sorte que les choses puissent avancer. C'est la raison qui nous amène devant cette caméra pour essayer d'échanger, de partager avec vous un petit moment de paix, faire en sorte que nous puissions tous, chacun à son niveau, puisse apporter sa contribution pour le retour de la paix définitive dans notre pays, faire en sorte que la politique puisse jouer son rôle, que l'homme politique puisse penser une fois pour toutes aux besoins de la population, que les préoccupations du peuple de Côte d'Ivoire soient au centre des différentes discussions. C'est la raison pour laquelle voilà, nous essayons de venir à chaque fois que l'occasion nous est offerte. Bonsoir à M. Bema Sanoro, merci d'être là, merci de partager surtout, afin que notre message ce soir puisse parvenir au maximum d'Ivoiriens. Nous avons nécessairement besoin de la paix. Ce soir, nous allons échanger une fois de plus sur certaines préoccupations. Nous allons joindre au téléphone un de nos frères ivoiriens qui a un certain nombre de préoccupations à nous soumettre. Nous allons essayer d'y répondre, toujours avec cet objectif de recherche de paix et de cohésion sociale dans notre pays. Merci à M. Chaka Kone d'être là. Merci de bien vouloir partager. Donc, le temps pour vous de vous installer. Je dirais au passage bravo à ce groupe de la Côte d'Ivoire nommé VDA qui a bien voulu, n'est-ce pas, faire un clin d'œil à travers cette chanson pour le retour de la paix dans notre pays. Cher peuple de Côte d'Ivoire, je vous salue et sachez que quelle que soit votre sensibilité politique, quelle que soit l'idéologie que vous avez ou à laquelle vous adhérez, sachez que nous sommes tous Ivoiriens et que nous avons un devoir. Ce devoir, c'est de préserver notre pays, d'avoir de la considération et du respect pour nos institutions et pour les personnalités qui les incarnent. Notre présence ici, ce n'est pas de venir vilipender certains de nos compatriotes. Au contraire, c'est de faire en sorte d'attirer l'attention des uns et des autres
afin que dans leur attitude au quotidien, ils puissent penser et se dire surtout que le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de paix. La nation ivoirienne a besoin de cette cohésion sociale que nous avons connue à l'époque du père fondateur de la nation, j'ai nommé Feu le président Félix Houphouët-Boigny. Donc notre devoir à tous, c'est d'apporter chacun à son niveau sa modeste contribution pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix, que les Ivoiriens puissent se parler à nouveau, qu'il y ait cette sincérité qui a caractérisé et cette hospitalité qui a toujours caractérisé ce peuple. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents une fois de plus ce soir. Je vous espère très nombreux à vouloir écouter ce message et surtout à vouloir partager. Et le plus important, c'est d'adopter cette attitude que nous recherchons au quotidien, cette attitude de paix, cette attitude de cohésion sociale. Faut que nous apprenions à changer de langage, que nous ayons du respect les uns envers les autres. C'est à ce prix que nous pourrons avancer, c'est à ce prix que nous pourrons donner l'occasion aux politiques de faire le travail qui leur n'est-ce pas, dévolu, afin que le peuple de Côte d'Ivoire puisse vivre dans une certaine quiétude, qu'il y ait un développement harmonieux qui prend nécessairement en compte toutes les difficultés auxquelles font face les Ivoiriens au quotidien. Ceci dit, nous allons sans plus tarder rentrer en contact avec le frère qui va nous soumettre, n'est-ce pas, les différentes préoccupations qui sont les siennes, afin que nous essayions ensemble d'y répondre, d'apporter notre vision là-dessus. Avant tout propos, je me permets, avec votre permission bien sûr, de remercier tous les membres qui sont de cette organisation dans laquelle je me trouve, qui travaillent au quotidien pour essayer, n'est-ce pas, d'approcher tous les frères et toutes les sœurs de la Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, que ce soit ceux qui sont présents sur le territoire ivoirien, afin que chacun de nous puisse s'insérer. Bonsoir à M. Bokas Jolivet Kwadjo, merci d'être présent, merci de partager. Bonsoir à M. Savadogo, merci d'être présent, merci de partager surtout. Et donc, comme je disais tantôt, nous allons rentrer en contact sans plus tarder avec le frère qui va nous soumettre un certain nombre de préoccupations qui concernent bien sûr notre pays. Nous allons essayer d'apporter certaines réponses, toujours avec pour ligne de mire et pour objectif principal la recherche de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Merci à tous ceux qui sont là et qui ont bien voulu prendre du temps pour nous suivre et pour partager avec nous ce petit moment de paix. J'espère que nous sommes tous pour la Côte d'Ivoire. Nous aimons notre pays profondément. Et notre souhait... Oui, bonsoir monsieur. Monsieur, vous me permettez un instant. Notre rôle, notre désir, c'est de voir notre pays se développer. C'est de voir la Côte d'Ivoire en paix. C'est de voir les Ivoiriens comme par le passé, à l'époque de Feu le président Félix Houphouët-Boigny. Et il faudrait que chacun de nous puisse apporter sa contribution et à travers les différents messages que nous essayons de prôner ça et là. J'aimerais que chaque Ivoirien puisse se mettre en tête que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la cohésion sociale. C'est à ce prix-là que nous pourrons, n'est-ce pas, exiger de nos différents responsables politiques afin qu'un véritable travail soit fait tout en prenant en compte les différentes réalités auxquelles sont confrontés le peuple de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Oui, nous sommes donc en direct comme prévu. Donc, nous vous écoutons pour les préoccupations qui sont les vôtres. Merci d'être toujours que des gens qui fait conclure quant à nos réponses ou à répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Merci. Je vous remercie. C'est notre l'intérêt que vous faites pour le pays de la Côte d'Ivoire. Merci.
Est-ce que vous pouvez essayer de parler un peu plus fort? Merci. Alors, comme je disais, Oui. bon, vous m'entendez bien? Je disais, Oui, je vous entends, je vous entends. Oui, je vous entends. voilà, c'est un grand plaisir et tous mes remerciements pour ce que vous entretenez pour, je dirais, former ou informer la population ivoirienne à travers les réseaux sociaux. Merci, le Euh, plaisir est partagé. J'ai toujours eu la participation de vous poser des questions. Merci. Je vais y aller. Ma première question sera la suivante. Oui, Depuis un peu moment, cela fait presque un mois, oui, il y a en Côte d'Ivoire beaucoup de mouvements, je dirais beaucoup de déplacements politiques d'accord. de part ainsi Oui, par le leader de la Côte d'Ivoire. d'accord. Le président Henri Konan Bédié a effectué une visite typologique de courtoisie au président Laurent Gbagbo, détenu en Belgique. Oui, C'est toujours dans le même cadre politique des mouvements sociaux en Côte d'Ivoire. d'accord. Le président Guillaume s'est déplacé à La Haye pour rencontrer le ministre Charles Blé Goudé, c'est toujours dans le cadre de la réconciliation. Je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, Oui, est en déplacement dans les régions de toute la Côte d'Ivoire. oui. Alors, je voudrais savoir, que pensez-vous de la situation sociopolitique, ou bien même de la situation politique en Côte d'Ivoire à l'heure présente? Est-ce que cela vous inspire la cohésion, ça vous inspire la paix recherchée? Que pensez-vous sur le plan politique de la Côte d'Ivoire? La situation. D'accord. Votre question, il s'agit de... vous voulez savoir ce que nous, on pense des différentes visites qui sont entreprises, l'une à travers celle qu'a effectuée le président Henri Konan Bédié auprès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de la visite qu'a effectuée l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, auprès de son frère, l'ex-ministre Charles Blé Goudé. Vous savez, nous pensons que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une situation qui n'est de ni paix ni réconcilié. Et ceux qui ont été les acteurs, qui ont amené la Côte d'Ivoire dans cette situation, ont besoin, n'est-ce pas, plus ou moins, de se rencontrer pour discuter. Et c'est le message que nous essayons à chaque fois de transmettre aux uns aux autres. Je crois qu'on peut être d'opinions différentes. On peut adhérer à certaines idéologies différentes, bien sûr, mais je crois qu'il y a l'essentiel qui est notre pays, la Côte d'Ivoire, que nous devons préserver. Et après la crise post-électorale qui a secoué et qui a endeuillé le peuple de Côte d'Ivoire, il était tout de même nécessaire, comme l'avait déjà promis son Excellence le président Alassane Ouattara, de mettre en œuvre, de tout mettre en œuvre afin que les Ivoiriens se réconcilient. C'est vrai que quand vous arrivez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'y ai séjourné il n'y a pas longtemps, nous avons l'impression que tout se passe bien. Je crois que c'est une simple impression. Et quand nous essayons d'échanger avec le peuple de Côte d'Ivoire, nous nous rendons compte tout de suite qu'il y a encore certaines plaies qui ne sont pas cicatrisées. Et cela nécessite tout naturellement une certaine implication, une autre politique qui devrait faire en sorte que les Ivoiriens puissent retrouver cette confiance. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que le peuple de Côte d'Ivoire a un problème de confiance avec ses différents leaders politiques. Les différents leaders politiques qui, pour des intérêts que je ne pourrais, n'est-ce pas, expliquer ici, parce que hier, le président de la République était avec l'ex-président Henri Konan Bédié. Malheureusement, les choses se sont passées d'une autre façon. Il y a eu cette séparation. Soro Guillaume, qui était président de l'Assemblée nationale, est parti. Selon ses explications, il ne voyait plus les choses de la même façon
que la politique était menée au sein du RHDP. Et tout ceci, les conséquences de tous ces actes, n'est-ce pas, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui paye. Alors, notre observation dans la situation actuelle de notre pays, c'est que nous ne pouvons que, n'est-ce pas, demander à nos différents leaders qui sont soutenus par, qui ont forcément des militants et des sympathisants, de faire en sorte que, au-delà des divergences politiques, au-delà des divergences d'opinion, on peut faire un effort, c'est-à-dire que chacun d'entre eux puisse faire des concessions afin de se retrouver sur la même table pour discuter des différents problèmes qui minent aujourd'hui notre pays. Parce que quand vous regardez, si on prend en compte le fait que l'ex-président de la République, le président Laurent Gbagbo, se trouve aujourd'hui à La Haye, Charles Blé Goudé est aujourd'hui à La Haye, le président Alassane Dramane Ouattara est en Côte d'Ivoire. Et à chacune de ses sorties, il nous a toujours laissé entendre que tout se passait bien en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens étaient en paix, que les Ivoiriens étaient heureux. Je crois qu'il y a un problème de communication ou un problème de transmission d'informations auprès du président de la République. Je ne suis pas ici pour indexer des personnalités politiques dans mon pays, bien sûr. Ce n'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est que je souhaite que la situation actuelle, telle qu'elle est vécue par les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, cette situation soit transmise au président de la République afin qu'il se rende compte de la réalité et de la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons pu constater, quand l'acquittement du président Laurent Gbagbo avait été prononcé, nous avons vu ce qui a pu se passer en Côte d'Ivoire. Nous avons vu qu'une partie du peuple de la Côte d'Ivoire qui se reconnaît, n'est-ce pas, en ce monsieur, a manifesté, n'est-ce pas, sa joie. Donc, il va falloir prendre en compte tous ces événements, prendre en compte le fait que Laurent Gbagbo a été président de la Côte d'Ivoire à un moment donné. Après, on peut lui reprocher certaines choses. Je ne suis pas là pour faire le procès du président Laurent Gbagbo, ni celui de Blé Goudé. Mais une chose est certaine, c'est que c'est un parti politique que ces derniers ont représenté. Le FPI est toujours en Côte d'Ivoire. Le FPI a toujours des sympathisants. Le FPI a des militants. Donc, nous, notre souci, notre volonté aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, à travers tout ce qu'on peut mettre en place, tant que nos différents leaders n'auront pas la capacité de s'asseoir et de se parler, je crois que ce problème va toujours exister dans notre pays. Notre souhait, ce n'est pas de faire en sorte que de demander à ce que les gens puissent se parler forcément. Si vous n'avez pas envie de vous parler, vous n'avez pas envie de vous parler. Mais il s'agit de l'intérêt de toute une nation et de 26 millions d'habitants. Et à partir de cet instant-là, quand une population vous a fait confiance et que cette même population qui est sous votre responsabilité émet un certain nombre de critiques ou de désirs, je crois que c'est des choses à prendre en compte parce que quand on est président de la République, notre devoir, c'est de faire en sorte que le peuple qui est sous notre responsabilité vive dans une certaine quiétude et nous devons faire en sorte qu'il y ait un développement harmonieux afin que ce peuple-là soit à l'abri du minimum vital. Donc, nous, notre observation aujourd'hui, c'est que à travers tout ce que nous pouvons entendre, les différentes déclarations, nous sommes loin de penser que nos leaders politiques sont prêts à faire des efforts pour faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire puisse être en paix. Merci. Vous êtes là? Oui, je suis là, oui, je vous écoute. Donc, si je résume votre pensée, je peux encore m'inquiéter de la situation de la Côte d'Ivoire. Je peux m'inquiéter parce que d'entrée, vous avez dit que la Côte d'Ivoire n'a ni paix, ni guerre. Donc, nous sommes dans l'instabilité. Et nous sommes, je dirais, à quelques microns de l'an 2020. Oui. Pour les élections. Alors, je vais poser une question peut-être choquante, mais qui a besoin quand même d'une réponse. Ne pensez-vous pas, vous, que les leaders politiques en Côte d'Ivoire se moquent du peuple?
Je n'irai pas jusqu'à dire que les leaders politiques se moquent du peuple, mais ce que je pourrais dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils font tout, sauf ce qui intéresse le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que... Oui, tu font tout. C'est votre impression. Je reprends ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que dans un pays où il n'y a ni paix, ni stabilité, et qu'il y a des leaders qui veulent liés à la magistrature suprême et qui ne sont pas compte de la situation du peuple et qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre la pensée du peuple, est-ce que ces leaders-là valent vraiment comme des leaders ou des candidats à la magistrature suprême? Oui. Sinon, oui. est-ce qu'ils ne sont pas effectivement du peuple? Parce que le peuple étant ignorant, ne sait même pas si il y a un programme de société, il y a un programme de gouvernement. Donc, on se base sur des faits ou une appartenance, je dirais, fanatisme. On est dans un fanatisme politique. Voilà, on soutient des leaders parce qu'il faut les soutenir. Mais sinon, il n'y a rien qui dit que alors nous aurons une stabilité et qu'il y a un développement qui suit. Oui. Oui. Cela ne manque pas du peuple. Oui, j'ai bien compris votre question parce que nous essayons de prôner la paix. Nous essayons de faire en sorte que les Ivoiriens s'insèrent dans ce tissu social de cohésion, mais en même temps que nous prenons la paix, en même temps que nous appelons les Ivoiriens à faire en sorte que la cohésion sociale puisse régner dans notre pays, mais cette cohésion sociale et cette paix, tout naturellement, ça devrait être conditionné par un certain nombre de facteurs. Premièrement, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui me dira le contraire, les Ivoiriens ont du mal à se soigner. Un Ivoirien qui est malade, s'il n'a pas d'argent pour acheter les seringues, les gants, c'est peine perdue, il ne se rendra pas dans un centre de santé. Quand bien même certains centres de santé, comme on nous le brandit au quotidien sur les réseaux sociaux, nous avons réalisé tant, c'est un fait. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il n'y a pas eu un travail qui a été fait. Mais nous sommes là pour dire que la politique qui a été menée, est-ce qu'elle correspondait aux attentes du peuple de Côte d'Ivoire? Parce que à la fin de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire était face à un certain nombre de défis. Le défi de la réconciliation nationale, le défi de la reconstruction de toutes les infrastructures, le défi de la réorganisation de l'administration en général. Alors, aujourd'hui, quand on regarde un peu, on nous sort un bilan sous-entendu inattaquable, certes, parce qu'il y a eu un travail qui a été abattu. Mais est-ce que ce travail-là correspond aux attentes du peuple de Côte d'Ivoire? Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, oui, il faut faire la paix, il faut faire la paix au quotidien, quand bien même ce dernier ne peut pas se soigner. Ce dernier n'a pas d'emploi. Vous voyez, donc, il y a eu une politique qui a été menée en 10 ans. Quand nous prenons les chiffres qui ont été donnés par eux-mêmes, par ce gouvernement-là, ça nous laisse un certain goût qui donne l'impression, nous avons l'impression d'une certaine insatisfaisance au niveau du peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Personne ne viendra nous dire le contraire. C'est vrai, on peut nous dire que oui, on a refait les routes, on a construit certaines infrastructures, mais aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire souffre du manque d'emploi. C'est une réalité. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre du manque de matériel technique dans les hôpitaux. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre du manque d'emploi parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, mener une politique dans un pays qui consiste, ne serait-ce que, qui se limite, pardon, à construire des infrastructures. Mais oui, les infrastructures sont là, mais le peuple à qui devrait, n'est-ce pas, bénéficier des infrastructures. Si ce peuple-là n'a pas d'emploi, si ce peuple ne peut pas se soigner, on ne parle même pas du système éducatif. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, le système éducatif, on nous a brandi un certain nombre d'écoles qui ont été construites, mais bizarrement,
ceux qui ont construit ces écoles-là et qui les brandissent aujourd'hui comme prouesse, comme bilan inattaquable, ont leurs enfants qui fréquentent dans d'autres écoles à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a un véritable problème de prise de conscience et de contact avec le peuple. Parce que le président de la République, certes, il ne peut pas être en face du peuple. À chaque fois qu'il fait des visites, c'est des visites avec un certain protocole, ce qui fait que les vraies réalités auxquelles sont confrontés le peuple de Côte d'Ivoire, le président de la République n'est pas au parfum de tout ça. Donc, aujourd'hui, vous approchez un Ivoirien, ils sont tous plus ou moins sceptiques quant à l'avenir de notre pays par rapport à la politique qui a été mise en place par le RHDP. Vous demandez aux Ivoiriens d'entreprendre. Combien d'entreprises ont été créées en Côte d'Ivoire et ces entreprises-là ont fermé? Pour exemple, pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de prendre part à un séminaire qui avait été organisé par le patronat ivoirien à l'Hôtel Ivoire, séminaire auquel était présent le vice-président Kabla Duncan et le président du Rwanda, Paul Kagame. Et le représentant du patronat camerounais avait, n'est-ce pas, pointé du doigt toutes les charges qui pesaient sur les responsables des entreprises dans les pays africains, ce qui faisait qu'ils avaient du mal à embaucher, ils avaient un problème de trésorerie et le vice-président, Daniel Kabla Duncan, n'a pas nié le fait. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que les Ivoiriens puissent avoir du travail? J'ai l'impression que nos différents chefs d'État, nos différents politiciens, nos différents leaders politiques dans les pays africains prennent plaisir à maintenir le peuple dans une certaine misère pour mieux, n'est-ce pas, abuser de leur confiance, pour mieux les manipuler, parce qu'il suffit aujourd'hui que le RHDP organise un meeting avec des sacs de riz et des billets de banque pour que tout le monde afflue. Mais justement, les gens affluent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas d'occupation. Donc, c'est une réalité. C'est vrai, nous voulons la paix, nous voulons la cohésion sociale, mais nous avons un pays qui a un certain potentiel. Et ce potentiel-là, nous sommes conscients aujourd'hui, et nous sommes tous unanimes que le potentiel de la Côte d'Ivoire devrait pouvoir mettre le peuple de Côte d'Ivoire à l'abri du minimum vital. Alors, la question aujourd'hui que nous nous posons, qu'est-ce qui se passe au sein de ce gouvernement-là? Parce que nous avons un président de la République, oui, qui, à chaque fois qu'il a l'occasion, nous dit que tout va bien en Côte d'Ivoire, mais tout naturellement, quand on a un budget de souveraineté qui va jusqu'à 387 milliards de francs CFA, ce qui représente 1 milliard de francs CFA que le peuple de Côte d'Ivoire, à travers l'argent du contribuable, donne au président de la République, tout naturellement, tout va bien. Mais l'Ivoirien qui a besoin, ne serait-ce que de 500 francs ou de 1000 francs pour manger son garba, vous pensez que ce dernier va vous dire que ça va bien? Mais non. Et aujourd'hui, la politique est menée de telle sorte que, est-ce que les gens peuvent s'exprimer? Non. Tous ceux qui ont essayé de s'opposer, mais tout naturellement, soit ils ont perdu leur poste, soit ils se sont retrouvés en prison, ou soit ils sont l'œuvre de poursuite. On a vu un peu ce qui a pu se passer avec le procureur de la République. Donc, tout ça, c'est des événements, sans toutefois parler des victimes des déchets toxiques qui n'ont jamais été dédommagés. Vous voyez, ce sont des éléments qui font qu'aujourd'hui, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets pas parce que la population va prendre des armes contre le gouvernement, mais nous sommes inquiets parce que avec de pareilles données, nous avons peur pour la population de Côte d'Ivoire qui ne peut pas se soigner. Les hôpitaux sont devenus, quand bien même on a fait un semblant de rénovation, on a refait des peintures, mais les hôpitaux sont devenus des mouroirs pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, c'est des événements ou c'est des faits à prendre en compte et c'est en cela que souvent, nous essayons de porter des critiques à l'égard vis-à-vis de ce gouvernement-là pour que le quotidien des Ivoiriens soit pris en compte. Donc, quand nous parlons de situation de ni paix, de ni guerre, ce n'est pas forcément parce que les Ivoiriens sont en train de s'entretuer. Non, loin de là. Et ce n'est même pas notre souhait. Notre souhait, c'est que tout un chacun de nous puisse apporter sa contribution afin que la paix revienne dans notre pays, que la cohésion sociale que nous avons vécue à l'époque de Nana Félix Houphouët-Boigny puisse être au goût du jour. Mais il y a des réalités qui doivent conditionner, n'est-ce pas,
toutes ces situations-là, c'est-à-dire offrir à l'Ivoirien un emploi, offrir à l'Ivoirien un toit décent, parce que vous imaginez, on a cassé certains quartiers précaires, oui c'est vrai, c'est des quartiers précaires qui peut-être mettent en danger la vie de cette population qui y habite, mais le tout n'est pas de casser. Quand vous cassez et que des gens se retrouvent sur des cimetières, moi je crois qu'il y a un véritable problème, soit de compassion ou de programme politique. Parce qu'une chose est de sauver des vies humaines en cassant des habitations précaires sous prétexte que ces habitants sont en danger, mais le fait de les laisser dans la rue, vous les exposez plus à d'autres situations. Donc, voici un certain nombre de phénomènes qui nous font penser aujourd'hui que l'Ivoirien n'est pas en paix avec sa personne parce que l'Ivoirien a peur pour son avenir. En un mot, c'est ce que je voulais exprimer en disant que nous sommes dans une situation de ni paix et ni guerre. Merci. Je vais bien pour dire, là, nous allons laisser, je dirais, le peuple un peu en stand-by. Nous allons entrer dans des sujets peut-être un peu politiques. Les élections qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, il y a eu des pourcentages. C'est-à-dire, si on prend un parti par parti, il y a eu des pourcentages. Et qui revient à dire que si nous repartons sur cette base-là, quand on parle de pourcentage, on connaît à peu près le nombre de personnes qui est évalué, par exemple, au nombre de la population. Et c'est en cela que, quand on additionne le pourcentage d'Alassane Ouattara au pourcentage de Béthié, on voit qu'effectivement, Alassane a gagné les élections. Ça, c'est par probabilité, c'est-à-dire que c'est des statistiques, mais ce n'est pas des faits. Donc, si on se dit comme ça, si on prend cette base-là, alors, aujourd'hui, on a essayé de dire, oui, Alassane a gagné parce qu'il s'est rallié au PDCI, en faisant des statistiques. Mais moi, mon inquiétude aujourd'hui, nous avons plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Et pour parler d'un parti politique ou d'une association, il faut être adhérent. Et soit on adhère parce qu'on a une carte de membre, ou il y a quelque chose qui signifie que c'est effectivement membre d'une association. Donc quoi, par adhésion ou par carte. Mais je constate qu'en Côte d'Ivoire, cette politique-là se fait dans les rues. Il y a des gens, par exemple, qui sont des fanatiques, mais qui ne sont même pas sur la liste électorale, qui ne sont même pas membres d'un parti politique. Mais on nous fait brandir que, oui, soit le PDC, quel parti va gagner. Mais le constat vrai est que, ce qui nous inquiète, est-ce que les partis politiques sont forcément obligés de se rallier pour aller aux élections? Alors, Quand je prends par exemple PDCI, le PDCI, qui est un grand parti, est-ce qu'elle est obligée d'aller se rallier à un parti politique pour que on sache que le PDCI pourra gagner les élections en Côte d'Ivoire? Est-ce que le PDCI est une alternative politique en Côte d'Ivoire? Alors, pour parler d'alternative politique en Côte d'Ivoire concernant le PDCI, vous savez, le PDCI, c'est un parti politique reconnu. C'était d'ailleurs avec le PDCI que le père de la nation a bâti notre pays. Et aujourd'hui, le PDCI est dirigé par le président Harry Konabétié. Moi, la politique interne du PDCI RDA, excusez-moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas les tenants ni les aboutissants. Une chose est sûre, c'est que je sais que le PDCI n'a pas préparé d'alternance, n'a pas préparé au sein de ce groupement-là, de son fonctionnement, une certaine alternance qui devrait permettre à la jeunesse de ce parti-là aujourd'hui de s'exprimer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est que lors de la visite
qu'a pu effectuer le président Henri Konan Bédié auprès de l'ex-président Gbagbo Laurent au sortir de cette visite, nous avons vu un certain nombre de propos, nous avons entendu un certain nombre de propos, nous avons vu des posts comme quoi les Ivoiriens se sont retrouvés pour récupérer leur pays. Alors, moi, c'est sur ce point-là que j'ai été choqué parce que nous prenons la paix, nous faisons en sorte, nous essayons d'appeler les Ivoiriens à pouvoir s'installer sur des tables de négociation pour ne serait-ce que trouver des solutions pour sortir notre pays de la situation dans laquelle elle se trouve. Alors, quand on entend ce genre de propos et que nous savons très bien que à l'époque, ce concept d'ivoirité qui, selon le concepteur, a été mal interprété, je crois que nous devons faire en sorte, que ce soit les leaders politiques ou le peuple en général, faire en sorte d'éviter de tenir un certain nombre de propos qui devraient venir réveiller encore cette situation que nous avons connue et que nous ne souhaitons plus, que nous ne voulons plus, pardon. Alors, le PDCI, une alternative possible en Côte d'Ivoire, ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. Je pense que le peuple souverain de Côte d'Ivoire, à travers la proposition qu'aura à lui faire le PDCI RDA, pourra se prononcer le moment venu. Mais je souhaite, pour ma part, qu'au sein des responsables politiques, que ce soit le PDCI, le RHDP, le GPS et tout ce qui est parti politique dans notre pays, que les uns et les autres essayent de modérer le langage qu'ils tiennent. J'ai entendu le président Henri Konan Bédié lors d'une conférence dire que d'autres étaient allés chercher des Maliens pour venir remplir une salle. Vous voyez, il faut que dans notre pays, une bonne fois pour toutes, les uns et les autres, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou dans l'opposition, que nous évitons de tenir des propos qui peuvent être sujets à interprétation. Parce que si on a créé l'ivoirité, qui, selon l'explication donnée par le président Henri Konan Bédié, était de promouvoir la culture ivoirienne, et que ce concept a été interprété, et que des gens se sont sentis, on a voulu rendre certains Ivoiriens apatrides sous l'effet, n'est-ce pas, de l'interprétation. Je crois qu'il faut éviter, n'est-ce pas, de revenir sur certains mots qui pourraient mettre à mal la cohésion sociale que nous recherchons dans notre pays. Ça, c'est l'élément fondamental pour lequel je me prononce sur les attitudes ou les propos que pourraient tenir certains leaders politiques. Pour ce qui concerne la politique interne et le projet de société, le PDCI, pourquoi pas, c'est un parti politique comme tout autre. Un parti politique, dans son objectif premier, c'est de briguer la magistrature suprême. Donc, le PDCI pourrait, pour répondre à votre question, être une alternative, mais à une seule condition, de proposer un projet de société qui prend en compte les réalités du peuple de Côte d'Ivoire. Et si les Ivoiriens décident de façon unanime d'accorder au PDCI leur suffrage, pourquoi pas. Mais je crois que ce que je peux dire sur le PDCI, c'est qu'il a manqué quelque chose à ce parti politique-là. La politique interne du PDCI, où aujourd'hui on est confronté à un problème de leader. Nous voyons tout le temps le président Henri Konan Bédié, qui a été président de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas là pour juger sa personne ou pour dire des méchancetés sur sa personne. Nous avons du respect pour tous ceux qui ont incarné les institutions de notre pays, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que le PDCI n'a pas pris le temps de préparer une alternance au sein même du parti, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à un problème de leader, à un problème de renouvellement des instances au sein du parti. Donc, après, c'est pas moi, je suis ivoirien, c'est vrai, mais il y a 26 millions d'Ivoiriens et il y a 26 millions de personnes qui vivent sur le territoire ivoirien. Certainement, il y a près de 4 à 5 à 6 millions d'Ivoiriens qui vont avoir le droit d'aller choisir le président de la République. Donc, ce n'est pas à moi que revient, n'est-ce pas, la décision de dire que le PDCI peut être une alternative. Ça dépendra de ce qu'ils auront à proposer aux Ivoiriens. Et je crois qu'au soir du 31 octobre 2020, les Ivoiriens pourront se prononcer pour voir un peu ou de décider celui à qui ils souhaitent confier, n'est-ce pas, la destinée de notre pays. Vous êtes là? Je suis là. D'accord, je vous écoute. Je vais toujours dans le même sens. Quand vous avez parlé de l'Ivoire, qui a peut-être été mal interprété. Je vais aller dans ce même sens-là pour dire que soit nous interprétons
du mensonge la vérité, c'est-à-dire à force de mentir, la vérité devient le mensonge et le mensonge devient la vérité. Je voudrais simplement vous dire, si je me réfère à la déclaration du président Alassane Ouattara, il dit, le président Henri Konan Bédié est candidat, Bédié, Gbagbo sont candidats, là, lui aussi, il dit candidat. Cette phrase est-elle une phrase d'apaisement politique à la démocratie? La déclaration du chef de l'État qui consistait à dire que, je crois qu'il n'a pas nommé quelqu'un, il a dit simplement que ceux qui sont de la même génération que lui, si il s'hasardait à être candidat, qu'il se porterait lui aussi candidat. Et suite à cette déclaration, j'ai même fait un post où j'ai dit que dans ma pensée, dans ma conception de la vie politique en général, je crois que briguer un poste présidentiel consiste à avoir un rêve pour un peuple, consiste à vouloir apporter un plus au quotidien de son peuple et que une candidature à une élection présidentielle ne devrait pas être conditionnée par une autre candidature. Ça, c'est un fait. Je crois que sur ce point-là, encore une fois de plus, je ne suis pas d'accord avec le président Alassane Dramane Ouattara du fait que, quand bien même dans sa volonté, dans sa démarche de vouloir, n'est-ce pas, transmettre le pouvoir à une autre génération, je crois que il n'a qu'à proposer aux Ivoiriens, celui qu'il estime, lui, personnellement, au sein du RHDP, être capable d'être président de la République et d'apporter un mieux-être au peuple de Côte d'Ivoire qui fasse la proposition. Parce que, pour moi, parce que nous prenons aussi la paix, la cohésion sociale, mais aussi surtout la démocratie. Et dans la démocratie, je crois qu'il y a la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, la liberté de faire ce qu'on a envie tout en tenant compte des lois qui régissent un pays. Alors aujourd'hui, est-ce que dans la Constitution, il n'est pas prévu, par exemple, que des personnes âgées puissent être candidats à l'élection présidentielle dans notre pays? Si c'est le cas, moi je crois que chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, quoi qu'il fasse, a le droit, n'est-ce pas, de prétendre à ce poste-là si jamais ce dernier a une proposition, un projet de société pour le peuple de Côte d'Ivoire. Si le président Alassane Dramane Ouattara a envie d'être candidat, c'est son droit. Si la Constitution lui permet d'être candidat, c'est son droit. Et moi, je crois que le dernier mot revient au peuple souverain de Côte d'Ivoire de décider, n'est-ce pas, s'il veut continuer avec le président de la République ou s'il veut porter son choix sur une autre personne. Mais de dire que si un tel est candidat, je serai aussi candidat, moi je crois que c'est une façon, n'est-ce pas, on peut l'interpréter comme quoi le président de la République cherche, n'est-ce pas, à barrer la route à certains Ivoiriens qui, n'est-ce pas, sont ambitieux et qui voudraient, n'est-ce pas, postuler à ce poste-là pour apporter un mieux-être au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous pouvons retenir, je ne veux pas dire que c'est antidémocratique, mais je dirais que c'est un abus, si je peux m'exprimer ainsi, de langage, et que si le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, pense qu'il est encore capable, n'est-ce pas, d'apporter au peuple de Côte d'Ivoire, qu'il fasse sa proposition. Il reviendra aux Ivoiriens, n'est-ce pas, de dire nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord. Si le président Henri Konan Bédié pense qu'il peut apporter un mieux-être au peuple de la Côte d'Ivoire, c'est son droit. Il appartient au peuple de Côte d'Ivoire de décider. Donc, je crois qu'il faut éviter, encore une fois de plus, de tenir des propos qui pourraient, n'est-ce pas, être sujets à interprétation et qui pourraient venir entacher la paix que nous recherchons. Oui, mais même allant dans ce même sens-là, que je vais vous poser la même question. Que pensez-vous, vous, leader de paix, que pensez-vous de la future candidature probable de son excellence Alassane Dramane Ouattara, quand il fait déjà une déclaration où il indexe déjà Dion comme étant par exemple l'opposant
qui serait peut-être favorable à conquérir avec lui par an des finances. Vous voyez déjà. Alors, que pensez-vous? Parce que c'est des prémices. Oui, vous savez, le, le, le président Alassane Dramane Ouattara, c'est le... Oui. Les candidats seront déjà éliminés parlant des finances. Et nous savons combien de fois le président Alassane Ouattara, comme il a toujours dit que son agenda est étouffé, mais nous n'avons pas été convaincus de son travail, de son mandat, son bilan qui est inattaquable, que nous constatons et que nous voyons que ce bilan est négatif. Alors, tu parles déjà de cette situation. Est-ce que ce n'est pas une dictature voilée qui s'installe en Côte d'Ivoire? Que pensez-vous, vous, leader de paix? Oui, nous observons, nous essayons d'apporter certaines critiques et nous nous arrêtons à ces critiques-là parce que nous avons souhaité une certaine sensibilisation du peuple de Côte d'Ivoire parce que nous avons compris que certains leaders politiques surfent ou ont pris l'habitude, n'est-ce pas, de jouer sur l'ignorance de ce peuple-là pour, n'est-ce pas, arriver à leur fin. Et donc, à travers cette déclaration du président de la République, moi je crois que le président de la République de la Côte d'Ivoire et à côté du poste qu'il occupe, il y a la constitution de notre pays qui, n'est-ce pas, vient réglementer la vie du peuple de Côte d'Ivoire. Alors, il ne lui appartient pas, certes, c'est des déclarations. C'est certainement, peut-être qu'il souhaite avoir comme adversaire Bion, mais c'est sa volonté qu'il exprime. Ce qui est loin d'être, certainement, peut-être, la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, pour répondre à cette question, moi, je pense que nous, ce que nous demandons aujourd'hui au président de la République, c'est de faire en sorte que la CEI soit consensuelle. C'est de faire en sorte que les Ivoiriens rentrent en possession de leurs différentes pièces d'identité. C'est de faire en sorte que toutes les conditions qui devraient permettre le déroulement effectif et apaisé dans des conditions normales des élections puissent être réunies. C'est tout ce que nous nous demandons parce que ça va être une condition pour la continuité de la Côte d'Ivoire. Ça va être une condition du renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Donc, après, les a priori du chef de l'État, je ne suis pas là pour les interpréter, je ne veux pas les commenter, mais je veux juste une seule chose, que le chef de l'État fasse en sorte que les différentes conditions soient réunies pour permettre le déroulement d'une élection juste, équitable et transparente. Maintenant, s'il préfère avoir comme adversaire Jean-Luc Bion, ça c'est son choix. Mais nous ne sommes pas là pour, je sais pas, porter des critiques sur le choix des uns et des autres, mais nous souhaitons que les élections puissent se dérouler dans des conditions normales, transparentes, justes et équitables. Maintenant, si nous revenons sur la Constitution, même ceux qui l'ont rédigé, cette Constitution-là, j'aimerais parler ici du ministre Cissé Bakongo, qui nous avait dit que cette Constitution avait été rédigée de telle sorte que le président de la République puisse plus se représenter. Vous voyez, donc, on est dans une situation qui n'a ni tête ni queue. Et c'est à travers tous ces éléments que nous émettons un certain nombre de réserves et de craintes pour le déroulement de ces élections. Je continue toujours dans le même sens que le président Alassane Ouattara a été félicité par la communauté internationale. Ça, c'est vous qui le dites. Puisque elle s'est basée sur les dires de la communauté internationale pour ne pas se fier comme à la Cour constitutionnelle qui devait valider selon la réglementation mise en place les élections.
le Conseil, la communauté internationale a été l'appui je dirais même, à l'installation du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. La même communauté internationale a toujours délégué M. Pierre, chargé des relations de paix dans le monde, qui est en Côte d'Ivoire. Et qui est allé en Côte d'Ivoire pour statuer, pour voir la situation, pour juger déjà la situation, le climat politique de la Côte d'Ivoire. Il en est ressorti que le RHDP est accroché au pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre, Simon Pierre, qui a été envoyé par l'ONU. Tu le dis. Alors, nous savons tous que la communauté internationale a dit ceci, que Laurent Gbagbo, sur les médias, voulait se maintenir au pouvoir, s'accrocher au pouvoir de force. Alors que le président Alassane Ouattara nous a dit qu'il voudrait faire la relève pour que la jeunesse puisse être à la magistrature suprême. Quand il prépare la candidature, maintenant, pour le troisième mandat en Côte d'Ivoire, ne pensez pas vous que ce qui est arrivé hier à Laurent Gbagbo, il a été traité de dictateur, ne serait pas le même cas qui serait attribué à Alassane Ouattara. Que voyez-vous, que constatez-vous, la Côte d'Ivoire doit être gérée chaque fois par un esprit de dictature. Non, je n'irai pas jusqu'à dire que le président de la République, à travers ce qu'il fait, s'apparente à une dictature, mais je pars du principe que j'avais déjà fait une vidéo concernant ce sujet-là. Je crois que dans nos différents pays africains, nous avons un sérieux problème d'institutions crédibles. Parce que si le président de la République dit aujourd'hui que si un tel est candidat, moi je serai candidat aussi, je crois que comme certains, parce que les Ivoiriens ils sont partagés sur cette situation, d'autres prétendent que le président de la République peut briguer un troisième mandat, d'autres disent que non, que la Constitution ne lui donne pas cette possibilité. Alors, nos institutions, que disent-elles? Est-ce que ceux-mêmes qui ont rédigé cette Constitution ou ceux qui sont chargés de l'application, n'est-ce pas, des lois qui sont dans cette Constitution, quelle serait leur décision? Voilà là où se trouve tout le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Si on avait des institutions crédibles, nous ne serons pas en train de discuter sur la probable candidature du président de la République ou pas. Donc, il y a un sérieux problème de crédibilité d'institutions dans nos différents pays, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau des différents ministères. On a un problème de crédibilité des institutions. Et vous me parlez aujourd'hui de la communauté internationale. Non mais, est-ce que l'Afrique va être toujours sous tutelle de la communauté internationale? Voici la vraie question. Tant que nous ne serons pas capables d'installer et de nous faire d'installer des institutions crédibles, tout naturellement, quand ça ne nous arrange pas, on accuse la communauté internationale, mais quand la communauté internationale agit en notre faveur, on les appelle. Donc, le vrai problème aujourd'hui, selon moi, c'est que c'est le problème d'institutions crédibles. Parce que si nous avons une CI crédible, si nous avons un président de la Cour suprême qui est crédible,
Mais nous n'aurons pas besoin, n'est-ce pas, de toutes ces tracasseries autour d'une simple candidature. Il y a une loi au sein de laquelle il y a des critères pour être candidat à la présidence de la République. On dépose des dossiers. Ces dossiers sont analysés. Si vous rentrez dans les critères, vous êtes candidat. Si vous ne rentrez pas dans les critères, vous n'êtes pas candidat. On passe à autre chose. Mais le problème dans les pays africains, c'est que même celui qui ne rentre pas dans les critères va être désigné comme candidat et celui même qui rentre dans les critères va être recalé. Donc, on a un problème de crédibilité de nos différentes institutions. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, nous serons toujours confrontés à ce genre de situations et qui mettent à mal la cohésion sociale, qui mettent à mal le développement des différents pays et qui mettent à mal, en un mot, le bien-être des différents peuples dans les pays africains. Donc, moi, je ne suis pas ici, je ne suis pas juriste pour, n'est-ce pas, décider du fait que le président de la République peut être candidat ou ne peut pas l'être, mais je crois que nous avons une juridiction qui est en place et qui, le moment venu, parce que la seule chose que je retiens, c'est que ceux-mêmes qui ont été désignés par le président de la République pour rédiger cette constitution ont dit qu'ils ne pourraient pas être candidats. Après, s'il y a d'autres interprétations ou s'il y a d'autres conditions qui sont prises en compte dans la constitution qui lui permettent d'être candidat, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Moi, je crois que le dernier mot, comme je l'ai toujours dit, revient au peuple de Côte d'Ivoire de décider à qui il souhaite confier la destinée de notre pays. Après, on va rentrer dans des analyses, dans des interprétations, et ça va mettre encore à mal notre pays, ce que nous ne voulons pas aujourd'hui. Donc, nous allons faire confiance certainement à l'organisme qui est chargé de l'analyse des différents dossiers. Nous allons faire confiance, n'est-ce pas, à la CEI pour faire en sorte que celui qui sera désigné par les Ivoiriens puisse être celui-là même qui va être proclamé vainqueur. Je suis d'accord. Quand vous parlez de constitution, et en même temps, on parle en même temps de la communauté internationale. Je dis que je suis inquiet. Lorsque, par exemple, la communauté internationale qui est représentée par l'ONU délègue des gens qui arrivent à cette pouvoir et qui constatent maintenant, là nous sommes déjà en l'an 2000, on n'est pas encore en l'an 2007, je constate qu'il y a déjà fraude, il est du devoir de l'opinion internationale de décrire cette situation avant même. Mais quand on se tait là-dessus, ça devient une gangrène. Parce que la constitution ou les constitutions des pays ne sont pas efficaces. Lorsque la communauté internationale, lorsque les pays colonisateurs sont informés d'une certaine situation qui est faible, où on a le flair d'aller à la déstabilisation d'une nation, il est du devoir de ces institutions de prendre à bras le corps le problème et d'écrier. Ça ne dérangerait pas que, par exemple, Jean-Pierre qui est venu, il est venu au monde de l'ONU. Oui, cher frère, moi je vous comprends, je comprends le fait qu'il y a des experts, selon vos dires, qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui auraient constaté que il y a une tentative de vouloir coûte que coûte conserver le pouvoir de la part des dirigeants du RHDP et vous souhaitez que la communauté internationale puisse dénoncer cet état de fait. Mais au fait, je ne sais pas, j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Vous savez, ce n'est pas les autres qui vont venir chaque fois régler les problèmes dans nos différents pays. Il faut une véritable prise de conscience. Et c'est le devoir de chaque Ivoirien qui aurait pris connaissance, par exemple, de cette information-là, de faire en sorte que le jour où il aura la possibilité, parce que ce devoir-là revient à chaque Ivoirien, d'aller décider, d'aller choisir son président de la République. Et donc, les choses, nous ne pouvons pas faire autrement que de sensibiliser le peuple afin qu'il puisse porter son choix sur celui-là même qu'il estime être capable de changer son quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous voulez compter aujourd'hui sur la communauté internationale. Qu'est-ce que vous voulez que la communauté internationale fasse? Que le peuple de Côte d'Ivoire lui-même ne peut pas faire. Le fait de dénoncer va changer quoi? Des attitudes ont toujours été dénoncées. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, du président de la Guinée,
qui, à une tribune de l'Union africaine, avait dit qu'il était sur le point de couper le cordon ombilical. Il nous avait raconté tout un tas de trucs. Il nous avait fait un cinéma qu'il assumait. Il avait dit même ce jour-là au président de la République, Alassane Ouattara, que lui, il assumait ses dires. Mais ce dernier est encore aujourd'hui en train de tripatouiller sa constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat. Donc, vous voyez, une partie du problème des pays africains, ben, c'est bien nos différents chefs d'État. Donc, on va appeler la communauté internationale, mais ce n'est pas à la communauté internationale de venir travailler pour le bien-être du peuple des pays africains. Non, il faudrait que les Africains eux-mêmes prennent conscience que nous, quand on a été choisi par un peuple, c'est de faire en sorte que ce peuple-là puisse être à l'abri d'un certain besoin. Alors, si nos propres frères font des choses comme ça, vous voulez que c'est la communauté internationale qui viennent, n'est-ce pas, trouver des solutions. Moi, je ne m'inscris pas, n'est-ce pas, dans cette façon de voir les choses. Je pense que en Afrique, nous avons suffisamment d'intellectuels, nous avons suffisamment de cadres, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre des choses en place qui vont crédibiliser nos institutions, faire en sorte que les pays africains puissent sortir des différentes situations dans lesquelles on se trouve. Pourquoi nous devons toujours faire appel à d'autres qui vont venir nous dicter? Demain, vous les appelez pour venir constater des choses. Demain, quand ils vont vous dire ce que vous avez à faire, vous allez encore crier au scandale pour dire non, c'est les autres qui viennent nous dire ce qu'on a à faire. Vous n'avez pas à nous dicter ce qu'on a à faire. Mais le problème, c'est que quand on est face à une situation, au lieu de trouver une solution de par nous-mêmes, nous sommes là toujours à faire appel à d'autres personnes. Mais au bout du compte, tout naturellement, c'est nous qui invitons les autres à s'insérer dans nos différents problèmes. Donc, moi, je ne m'inscris pas dans cette logique ou dans cette façon de voir les choses. Je milite pour qu'il y ait la paix dans mon pays. Je milite pour que la cohésion sociale puisse s'installer dans mon pays. Je milite aussi pour que nos leaders politiques puissent faire en sorte que nous puissions avoir des institutions crédibles, des institutions qui vont travailler pour le bien-être du peuple de la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez par exemple la police qui raquette au quotidien, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le gouvernement se succède, les présidents se succèdent, mais les policiers continuent de raqueter la population, continuent de contribuer à l'appauvrissement du peuple, sans toutefois que le président de la République ou le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre puisse lever le doigt. Est-ce qu'on va encore pour le racket de la police, pour la corruption qui est une véritable gangrène dans notre pays, nous allons encore appeler la communauté internationale? Je crois que non. Donc, il va falloir que les Africains prennent leur responsabilité vis-à-vis des différents problèmes auxquels le peuple fait face pour trouver des solutions. Donc, moi, je ne m'inscris pas, une fois de plus, dans cette logique qui consiste à appeler les autres pour venir constater quoi que ce soit. Je crois que le peuple de Côte d'Ivoire est suffisamment, le peuple d'Afrique est suffisamment mûr. Nous avons des intellectuels, nous avons le président de la République, il sort tout fraîchement du FMI. Ça veut dire que nous avons ce qu'il faut. Nos pays, différents pays, ont du potentiel. Alors, il reste quoi? Il reste la mise en place d'une certaine politique qui va faire en sorte que l'Afrique puisse s'en sortir. Donc, moi, je ne suis pas trop pour ces différents appels qui consistent à appeler les autres pour venir constater quoi que ce soit dans nos différents pays. Et demain, quand ils vont nous dicter la conduite que nous devrons tenir, nous allons encore crier au scandale pour dire que oui, ils s'ingèrent dans les problèmes des différents pays. Je vous remercie. Là. Oui, je suis là. Oui, merci. Mais seulement le mal est continué d'exister, c'est pas le continuer d'exister parce que quand vous dites qu'on a des intellectuels, par exemple, vous êtes en train de défendre une cause. Donc, la seule cause, c'est l'avantage que vous avez aujourd'hui, c'est que peut-être vous êtes dans un pays de l'Europe, ou bien vous êtes aux États-Unis, vous êtes sur un autre continent. C'est un autre continent, vous n'êtes pas peut-être à Abidjan. Mais si vous étiez à Abidjan, que vous êtes en train de dénoncer ce qui est normal et qui font partie des plaies de la société, vous serez arrêté. Si des leaders continuent d'arrêter des intellectuels qui meurent en prison, combien de personnes pourront accepter de se mettre sur la toile en train de parler de cette situation? Ce que je voulais expliquer, c'est lorsque la communauté internationale qui se fait représenter, qui est une institution internationale, dépêche des gens, parce que quand les gens y vont, c'est de l'argent du contribuable qui est mis dans le jeu. Même si elle est internationale, il y a une participation de l'État.
qui est reconnu, qui est déversé au siège de l'ONU. Et donc, quand elle délègue quelqu'un pour venir constater, donc, qui constate, il faut qu'ils aient le courage que vous demandez à des Ivoiriens ou à des Africains d'avoir. Il faut que ceux-là aient le courage de dire que nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Le constat est amer. Parce que nous avons constaté que le président de la République qui est actuellement là, et avec son parti, sont en train de tripatouiller les élections de l'an 2020 et au moins interpeller pour que le peuple, si elle a une décision à prendre, qu'elle prenne la décision. D'accord. Excusez-moi. Après cette question, nous allons passer certainement peut-être à la dernière question parce que je suis désolé, mais il commence à faire un peu tard. Pour vous répondre, vous savez, ce que vous dites, je comprends très bien ce que vous dites, mais je vais vous donner simplement un exemple. Regardez la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui a été mise en place par le gouvernement en place aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cette commission a travaillé. Cette commission a fait des conclusions. Où sont ces conclusions? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc, au fait, le problème, il reste le même. Le problème, il reste le même. Parce que nous-mêmes, nous donnons des lois. Nous prenons des décisions que nous ne sommes pas capables de respecter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de l'extérieur? C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Que tous ces problèmes que vous soulevez aujourd'hui, la solution revient au peuple de Côte d'Ivoire. Tous les différents problèmes que vous soulevez aujourd'hui concernant les experts qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui auraient fait des conclusions comme quoi le RHDP a l'intention, n'est-ce pas, de conserver le pouvoir, tout ça, la solution de tout ça revient au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas la communauté internationale, après ces analyses, après les constats, va donner les conclusions et puis elle fait ses valises. Vous comprenez ce que je veux dire? On a même mis une commission, je ne parle même pas de ça. Il y a eu d'abord la réconciliation en 2000. Les conclusions ont été mises dans des tiroirs. Et cette fois, après la crise post-électorale, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, les conclusions sont passées où? Donc, on a un problème nous-mêmes de crédibilité au sein de nos institutions. Vous comprenez? Est-ce qu'on avait besoin, si les institutions fonctionnaient correctement dans nos différents pays, de faire appel à la communauté internationale? Et de prendre encore une fois de plus l'argent du contribuable pour payer ces derniers. Donc, vous revenez certainement à ce que j'ai dit. On ne s'en sortira que lorsqu'on aura compris qu'il faut mettre dans nos différents pays des institutions crédibles. C'est à ce prix-là que nous pourrons faire avancer nos différents pays. Non, je dirais que les institutions, je dirais simplement que les institutions sont crédibles, mais des personnes corrompues gèrent mal les institutions, à commencer par le président de la République, parce que moi je peux donner un exemple. Le président peut vous faire beaucoup. Quand c'est la police a marqué sur les cités universitaires, il y a eu une enquête qui a été diligentée. Et la conclusion, le président Boigny est sorti à la télévision pour dire que lui étant le chef des armées, c'est lui qui a ordonné effectivement qu'il y a eu bavure et que lui, il endosse la responsabilité en tant que président de la République. Voilà un homme qui a été dit, il est dit de quoi? Il a dit que c'est lui qui a envoyé en tant que chef suprême des armées, s'il y a eu bavure faite par les policiers, il assume la responsabilité. Voilà un homme qui est dit. C'est ce que nous demandons. C'est à ce chose de personnes que nous voulons confier la destinée du pays. Quelqu'un qui aujourd'hui a reconnu son tort. Quelqu'un qui aujourd'hui qui peut dire à la population ivoirienne, oui, j'ai voulu faire cela, mais je reconnais mon tort. Voilà. Je suis coupable de quelque chose. Mais
nouveau de fonctionnement de la présidence s'élève à près de 327 milliards de francs. Ça veut dire que c'est 1 milliard par jour. Si le président lui-même, il a 1 milliard, peut-être par mois ou par mois, ça veut dire qu'il ne voit pas à la base l'individu même qui est au village, qui n'a même pas une banane à manger. Celui-là, combien de fois le président s'est déplacé pour aller dans un village? Parce qu'on confond les trois, le devoir du citoyen, le droit du citoyen, le devoir de l'État. Voilà, donc, nous sommes dans un pays où l'étudiant n'a pas sa place, mais on demande seulement de remplir les droits publics. Ce n'est pas les votes seulement. Les votes ne suffisent pas. Voilà. C'est vrai, nous allons en parler, prendre tout le temps, pour l'heure, nous allons s'arrêter là pour dire que, en même temps que la communauté internationale se fait l'arbitre, mais au sein de nos institutions, les institutions sont là, mais que des gens, des individus prennent la décision d'être hommes, mais ils pensent déjà à leur ventre. Si on prend notre appel Diakoné, qui a eu le courage de dire au président à la fin de Ouattara, tu ne peux pas être candidat. Il lui a dit, même si ce n'était pas vrai, mais au lieu de tout le monde, il a dit, il a eu ce courage-là de le dire. C'est ce que nous demandons. Au moins, on connaît la crédibilité d'un individu, on connaît l'intégrité d'un citoyen, mais on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, personne n'est intègre. Pour la simple raison que lorsque tu commences à dire la vérité, tu vas arrêter. Combien de Ivoiriens sont arrêtés par jour pour avoir dit, pour avoir dénoncé? Ouais, d'accord. D'accord. Oui. Mais il faut accepter, il faut assumer. Il dit au moins ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je reconnais. Mais on ne peut pas arrêter tout le monde dès que tu parles. C'est parce que vous êtes loin, c'est vrai que vous ne pas arrêter. Sinon, il y a longtemps, on vous explique déjà à distance au Chili. On arrête n'importe qui, à n'importe quel moment, dès que tu dis un mot, tu es arrêté. Donc ta prison n'est pas une peine en soi. Effectivement, je comprends un peu le sentiment qui vous anime à travers ce que vous êtes en train de dénoncer. Vous savez, c'est la raison pour laquelle nous essayons de parler de paix, de cohésion sociale. Ce n'est pas que nous fermons nos yeux sur certaines attitudes ou certaines pratiques qui se déroulent dans notre pays, mais nous avons nécessairement besoin de la paix, de la cohésion sociale. Et à travers cette paix et cette cohésion sociale, nous allons entreprendre des campagnes de sensibilisation. Si nous ne pouvons pas le faire sur le territoire ivoirien, nous allons passer par des canaux comme les réseaux sociaux pour essayer de faire comprendre à l'Ivoirien qu'il est maître de son destin et qu'il peut décider à travers son vote, qu'il peut changer les choses. Donc, tout ça, nous allons le faire. Nous sommes en train de le faire d'ailleurs. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous pouvons, nous venons sur les réseaux sociaux à travers cette petite caméra pour essayer de partager ce genre de moments et faire comprendre aux Ivoiriens que personne ne viendra changer le devenir du peuple de Côte d'Ivoire à la place des Ivoiriens. Personne ne viendra décider ou trouver du travail aux Ivoiriens si la politique en Côte d'Ivoire n'est pas capable de créer des opportunités d'emploi. Donc, c'est tout un ensemble sur lequel nous essayons de travailler. J'aimerais, à travers cette occasion, remercier tous ceux qui font partie de cette organisation, qui travaillent nuit et jour et qui essayent d'apporter des idées, qui essayent d'aller à la rencontre de nos compatriotes afin que nous puissions échanger, nous puissions, n'est-ce pas, partager, quand bien même nous sommes de sensibilités politiques diverses, mais l'essentiel pour nous, c'est la Côte d'Ivoire. Le plus important, c'est de préserver notre pays et de faire en sorte que ce pays qui est détenteur d'un potentiel énorme, il puisse avoir là-bas une politique véritable qui prend en compte les réalités du peuple de Côte d'Ivoire, faire en sorte que notre pays puisse sortir de cette situation de ni paix, de ni tranquillité, de ni quiétude qui caractérise, n'est-ce pas, le quotidien du peuple de Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est d'appeler, quand nous pouvons, le président de la République à faire en sorte que les décisions qui sont prises à son niveau puissent être en faveur du peuple de Côte d'Ivoire, que cette situation que nous avons connue en 2010, ces différents propos qui sont tenus ça et là et qui viennent, n'est-ce pas, perturber le peuple de Côte d'Ivoire, que chacun de nous puisse modérer son langage, parce que j'ai vu encore ces derniers temps
Sur les réseaux sociaux, certains de mes frères, ceux qui, à travers leur sensibilité, c'est des insultes, c'est des propos déplacés. Je crois que la politique, ce n'est pas celle-là. La politique, nous devons faire en sorte que celui qui a le pouvoir de décision, celui qui a les manettes, puisse faire en sorte que nos différents parents qui sont restés en Côte d'Ivoire puissent bénéficier des retombées de l'économie de notre pays. Parce que une chose est de dire que tout va bien en Côte d'Ivoire, mais une chose aussi est de s'assurer que les Ivoiriens mangent à leur faim, parce que leur pays, les ressources qui sont dans leur pays devraient pouvoir leur garantir, n'est-ce pas, ne serait-ce que de quoi se nourrir, ne serait-ce que donner une éducation acceptable au devenir, au futur de ce pays-là, qui est, n'est-ce pas, nos différents enfants qui, au quotidien, bravent certaines situations compliquées pour se rendre dans les différents établissements. Et que les surfacturations, les détournements des deniers publics puissent cesser, et le racket de la police, la corruption, qui est une gangrène énorme dans ce pays-là, une politique puisse être mise en place afin que le peuple de Côte d'Ivoire puisse souffler comme, et mieux vivre comme nous étions à l'époque du père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, je nommais le président Félix Houphouët-Boigny. Sur ce, merci à tous ceux qui étaient là, qui ont partagé ce moment avec nous. J'espère que nous avons apporté un tant soit peu des réponses aux préoccupations du frère et que nous allons, n'est-ce pas, faire en sorte que la paix puisse régner dans notre pays, que la cohésion sociale soit une priorité pour nous et que de faire en sorte que des institutions de notre pays soient crédibles pour éviter que la communauté internationale à chaque fois s'immisce dans nos affaires, parce qu'après, quand tu nous dictes la conduite à tenir, nous sommes les premiers à crier du fait que des personnes étrangères s'immiscent dans les affaires de notre pays. Sur ce, bonne soirée à vous et bon début de semaine pour tout le peuple de Côte d'Ivoire, en général le peuple d'Afrique. Je vous salue, je vous aime. Sachez que la Côte d'Ivoire est un pays merveilleux et notre intérêt, ce serait de le préserver. Bonne soirée à vous et je vous embrasse. Merci.